David, je suis ravi. On se connaît depuis 5 minutes, Ouais. très exactement. Toi, tu es le CEO de Club Funding AM. Moi, je connais Club Funding depuis des années parce que c'est l'un des gros cartons. Euh, Comment on va appeler ça généralement du crowdfunding quand même? Ouais, on va dire de la fintech. De la fintech, Ouais, si bravo. tu me le Ouais. permets. Ah, c'est bien, je te permets. De ces dernières années. Euh, que j'apprécie particulièrement parce que vous avez, je trouve, alors, une bonne image qui s'est faite, comme certains de vos concurrents, pas tous d'ailleurs, mais je trouve, tu vois, pierre après pierre, quoi. Je trouve, sans faire d'éclat tout de suite, enfin, tu vois, on a vu ces dernières années, en particulier, ou notamment dans la fintech, des gens qui, des étoiles filantes. Souvent, elles finissaient contre un mur, comme ça, et pas toujours, mais et je trouve que vous, on vous a vu apparaître petit à petit, deal by deal, etc. Et puis voilà, tu me rappelles ce que vous faites, Ouais, l'histoire, alors, ouais. bah non, mais c'est vrai que c'est un peu notre logiciel. Donc quand on a lancé Club Funding, on n'a pas fait de levée de fonds. Enfin, on a fait auprès de Business Angel, mais c'était un montant très limité. Combien? C'était 150 000 euros, Ok, donc c'était oui. vraiment très, très limité. On avait la chance d'être incubé ou hébergé, en tout cas chouchouté par la société des parents de mon associé, David Perronin, qui faisait un peu le même métier, mais sur un segment différent, c'était de l'investissement en outre-mer. Et donc, quand on s'est lancé, bah, on avait quand même la chance d'avoir des bureaux, d'avoir l'assistance administrative, etc. Et on a Hmm. pu se concentrer vraiment sur le business, avec pas d'autre choix que d'être rentable finalement. Et c'est vrai, et ça fait, enfin, on est un petit peu comme ça, quoi. On n'aime pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, et donc bah, on préfère faire des affaires, du chiffre d'affaires, et ensuite investir. Real Alors, business. avec le temps, on a appris à changer un petit peu, à prendre un Hmm. peu plus de risques, à investir à des moments où voilà, on n'avait pas forcément le chiffre d'affaires en face sécurisé. Mais voilà, tout est question, je dirais, de développement progressif. Mais voilà, on est un petit peu comme ça, prudent. Et bah, on est content. On a réussi à construire une équipe de plus de 100 personnes. On est aujourd'hui dans le Next 40. Bon, on va arrêter de, Non, je vais arrêter de parler de moi. fais-toi Mais plaisir. non, non, non. Non, mais je veux comprendre ce que vous faites surtout. Voilà. Donc notre métier, c'est de lever de l'argent auprès d'investisseurs d'abord particuliers, à qui on propose des opportunités d'investissement dans l'immobilier. Et les opportunités sont assez spécifiques, c'est du financement d'opérateurs immobiliers. Les opérateurs, tu en as deux types. Tu as ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers, donc des opérateurs qui achètent des fonciers et qui construisent un immeuble, et des marchands de biens, donc eux qui travaillent sur un immeuble existant. Et donc notre métier, c'est de leur apporter du financement pour pouvoir mener cette opération qui est assez courte. Et donc nos prêts, c'est des prêts sur 2 ans en moyenne, rémunérés 10% avec des coupons qui sont payés tous les mois. Et on essaie de prendre des garanties, soit sur l'actif, soit sur les dirigeants, soit les deux en général. Ok. Voilà. Et donc on a accompagné comme ça 1500 entreprises depuis notre lancement. Pardon, et Non, non. j'allais dire la plupart des acteurs du secteur, je pense à WeSeed, je pense à, excuse-moi de les citer, Anaxago, il y en a d'autres, bon, Ouais, euh, ils sont tous venus de l'investissement de start-up à l'origine, ouais. puis ils se sont rendus compte que quand même c'était très risqué, et puis que, en fait, bon, l'immobilier, c'était pas mal porteur. C'est le cas, hein, je réécris pas l'histoire en disant ça, et pas vous, c'est ça? Bah, c'est vrai que le départ du crowdfunding, c'est d'abord fait sur les PME et les startups au sein Hmm. des PME. Il y avait également October, hein, Lendix, Ah oui, tout à qui est fait. devenu Ouais. October, qui avait fait un carton dans les PME. Et Anaxago, WeSeed, tu as raison, se sont lancés d'abord sur les startups, mais assez vite sur l'immobilier, parce que il y avait un vrai besoin de financement des opérateurs immobiliers et qui n'étaient pas satisfaits à l'époque. Et donc, bah, nous, on s'est lancé 2-3 ans après Anaxago et WeSeed, en ayant bah, évidemment vu ce potentiel de marché. Trop bien. Euh, en quelques mots, la première opération, elle se fait combien de temps après la création? Euh, 6 mois après la création, puisqu'il a fallu avoir déjà l'agrément auprès de l'AMF. Ok. Et donc, c'était un agrément de conseiller en investissement participatif qui a évolué depuis. Il a Donc fallu. c'était un CIF, maintenant vous êtes quoi? C'était CIP. Ah, CIP, Ouais, ok, conseiller ok, en ok, investissement ok, participatif. Et aujourd'hui, on est PSFP. C'est un agrément pour faire des opérations en Europe. ok. Euh,
Donc 6 mois après, parce qu'il a fallu valider le dossier auprès de l'AMF, il a fallu trouver les opérations à financer. D'ailleurs, les premières opérations de club funding n'étaient pas du tout en immobilier. Franchement, c'était vraiment par hasard qu'on a fait de l'immobilier. Et il a fallu convaincre aussi les investisseurs. Et alors, avant de venir sur justement, parce que j'imagine qu'il y a eu ça s'est monté. Il y a eu peut-être on voit qu'en ce moment c'est plus difficile, je pense, dans ces secteurs, la hausse des taux, etc., etc. On va y venir. Mais une question assez fondamentale sur ce business, c'est finalement, tu as des gens d'un côté qui veulent investir, et toi de l'autre côté, tu peux avoir des startups, des biens immobiliers, tu pourrais avoir plein d'autres choses en fait, non? Souvent on se limite, c'est plus simple parce qu'on vous identifie, club funding, immobilier, boum, c'est bien. C'est pour ça ou vous cherchez éventuellement à... On cherche à se développer sur d'autres sous-jacents, hein, évidemment, mais il y a encore beaucoup de profondeur dans le marché. Notre marché, nous, on l'estime à peu près à 10 milliards par an. Okay. Le crowdfunding, c'est entre 1 et 2 milliards. Donc, il y a encore de la place, il y a encore d'autres investisseurs qui financent les opérateurs qu'on finance. Donc en fait, on s'est d'abord dit, on va aller chercher le marché, notre marché en France. On a commencé sur les promoteurs, on s'est aperçu que les promoteurs, il y avait un nombre limité de promoteurs. Puis on a été sur les marchands de biens. Puis on a financé des zones de financement un petit peu différentes. Et aujourd'hui, on s'ouvre à des nouvelles géographies et des nouveaux produits également. Comme par exemple, les startups. C'est un sujet qui peut nous intéresser. Il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à investir dans des startups. Anaxago, comme tu l'as dit, WeSeed le font depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et puis, tu as des acteurs, évidemment, comme Anthony Bourbon avec Blast ou comme Corentin Orsini avec Super Capital ou comme qui finalement, c'est une forme de crowdfunding ce qu'ils font, non? Ouais, tout à fait. Et puis, c'est surtout une sorte de démocratisation de l'offre VC à des particuliers. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, nous, quand on a lancé Club Funding, puisque les opérateurs qu'on finançait étaient financés par des family office, des CGP, et donc les particuliers, parce que c'est vraiment ça le crowdfunding, c'est de permettre à des particuliers d'avoir accès à ces opportunités d'investissement. Avant de comprendre un peu tes invests, ta relation justement aux investisseurs dans les startups, puisque c'est aussi ce dont on parle avec OVNI, ce qui souvent nous fait un peu... Je le comprends, moi je découvre aussi ces secteurs avec la martingale, avec mes différents podcasts, mais tu dis souvent les deals qui sont sur le marché en retail, donc ce que vous faites finalement c'est du retail, ce qu'on veut proposer avec OVNI sur les side deals, enfin les club deals en plus de ce qu'on va faire comme invest, c'est du retail, donc on va découper un gros morceau en plein de morceaux pour proposer des tickets à quelques milliers d'euros. Souvent, l'adage, c'est un peu ce qui est retailisé, c'est ce dont personne ne veut dans le marché. Toi qui es dans tout ça depuis 10 ans, que ce soit en IMO ou en machin, ou dans d'autres choses, c'est pas le cas? Comment on fait? C'est plus vrai? C'était vrai? Il y a quand même des bouses Sur l'immobilier, c'est pas du tout le cas. Sur l'immobilier, il y avait vraiment une zone de financement, je dirais à moins de 10 millions d'euros, qui n'était pas du tout couverte par les acteurs tradis. Trop petit, ok. Trop petit. Faire un deal à 1 million ou un deal à 10 millions, ça demande le même temps. Donc, pas du tout rentable de le faire. C'est vrai que moi, je suis rentré, je crois que c'était avec Baltis, un des tout premiers trucs que j'ai fait en IMO, et c'était ses débuts à lui, et j'adore ce qu'il fait, vraiment, il est très sympa. Alexandre, et tu vois, tu confirmes, c'est vraiment un type... super. Et je pense que je suis rentré dans un tout premier deal, mais... Je pense qu'on finançait 60 000 euros. Enfin, je sais pas, j'ai dû mettre un ticket à 600 et je reçois des mails encore sur un truc qui fait... j'ai que le 600 en tête, c'est peut-être pas vrai, mais qui fait 60 mètres carrés, qui est à Annecy, quoi. Et c'est vrai que sur ces deals, en fait, nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est un peu d'industrialiser nos process pour que un deal, même à 100 000 euros, soit rentable pour Club Funding. Et donc, on a industrialisé la sélection, l'analyse, la structuration, les contrats, la collecte, le suivi. Et donc, finalement, si tu viens chez Club Funding, d'ailleurs, je t'invite à venir nous voir, tu verras qu'on est un peu comme une usine avec plein d'équipes. Et tout est automatisé, il y a des process pour tout. Et ça permet de faire des deals à la chaîne. Et on en fait entre 1 et 3 par jour. Et, incroyable. Et du coup, ça nous permet vraiment de descendre en taille. Alors,
On fait un peu moins de deals à 100 000 euros. Aujourd'hui, notre moyenne, c'est plutôt 1 million, 1,5 million. 1 à 3 par jour, 1 million et demi. Ouais. Et tu collectes 1 million en combien de temps? En 5 minutes. 5-10 minutes. C'est vraiment de la folie. Ouais. Et tu as besoin de collecter en 5-10 minutes pour que, si tu as un projet de l'après-midi, par exemple, pour que le projet de l'après-midi marche, tu as besoin que le projet du matin marche. Donc, il faut que le projet du matin, il soit 100% ficelé, que l'analyse ait été bien faite, que la présentation soit nickel, que les contrats soient parfaits, que les garanties soient bonnes, que le taux soit adapté, enfin voilà. Pour que quand le produit arrive, les investisseurs se disent ok, c'est un produit Club Funding, j'ai validé la plateforme Club Funding sur cette sélection, j'aime bien l'opérateur, la région, l'actif, etc. Je finance. Et alors, on va revenir sur cette question du coup, tu vois, les mauvais. Alors, tu l'as dit, sur l'immobilier, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'ailleurs, ça peut l'être? Non, mais c'est vrai que sur les startups, j'ai beaucoup entendu ça. Mais après, je pense que vous allez faire ce travail avec OVNI de vous regrouper et d'institutionnaliser un petit peu votre investissement. Parce que je pense que les VC, c'est vrai qu'ils ont besoin de visibilité. Les sociétés qui sont financées par des VC ou des business angels, les startups ont besoin de visibilité, donc d'avoir un nom, je pense que c'est important pour elles. Dans l'immobilier, c'est pas le cas. Ouais. Donc, j'imagine. L'immobilier, tu veux le cash, quoi. Point. Ouais. Tu as le cash, t'es content. Exactement. Ouais. Les opérateurs, nous, ce qu'ils veulent, c'est ils doivent acheter dans 3 semaines. Ils ont besoin d'avoir l'argent dans 3 semaines ou en 2 jours chez le notaire. Nous, on se débrouille. Sachant qu'il y a un truc où l'opérateur au milieu, il est important dans les deux cas, et peut-être que c'est ça que vous avez réussi à faire avec la techno que vous avez développée, dont tu me parlais tout de suite, c'est que finalement, quand tu rentres dans une startup, avant, quand tu avais trop de business angels, ça saoulait parce qu'en fait, il y en avait un qui était relou, il y en avait un qui était mort, et puis il y avait ses enfants qui voulaient récupérer un truc qui est impalpable, et puis il n'y a pas d'argent. Il y en avait un qui... Enfin, tu vois, et en fait, aujourd'hui, ça s'est quand même industrialisé aussi, avec des roundtables, avec des tas de boîtes qui te permettent de gérer bien ça, le secondaire à l'intérieur des SPV, etc. C'est vrai que ça change, mais il y a des deals dans lesquels tu veux aussi une culture du secret, donc tu veux pas avoir trop de monde. Ouais. Après, dans le SPV, t'es pas obligé de tout dire non plus à tout le monde. Hein. Tu peux garder un peu de... Tu peux faire un peu de rétention. Le problème, c'est qu'après, tes investisseurs sont pas contents, mais bon, c'est partie du jeu. Ouais. Il y en a pour lesquels c'est un vrai plus aussi, d'avoir une grosse communauté. Ouais, les boîtes B2C, hein, je connais moins ce secteur, mais les boîtes B2C, évidemment, elles ont besoin d'avoir beaucoup d'investisseurs qui vont diffuser le message, l'expérience utilisateur. Il y a B2C et puis il y a du B2B un peu spécialisé ou du sorte de progiciel SaaS, tu vois ce que je veux dire. Tu fais une assurance pour entreprise, finalement, souvent les gens qui investissent, je pense à Quartz avec qui on a bossé, je crois il me semble qu'ils ont levé sur... Il me semble qu'ils ont levé sur Blast, je sais plus, mais en fait, bon, finalement, tu te dis, dans les gens qui investissent, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, bon, pourquoi pas, tu vois. Bien sûr. Ok, super intéressant. Et vous, aujourd'hui, alors pour comprendre, pour rester un tout petit peu sur Club Funding, les défauts, il y en a quelques-uns, on peut en parler, c'est ok? Bien sûr, on essaie d'être le plus transparent possible. D'ailleurs, on a une association professionnelle qui... on remet en question toujours les indicateurs de performance avec les projets en retard, les projets en défaut, en procédure collective, etc. Donc voilà, il n'y a aucun tabou là-dessus et on tente d'être le plus transparent et d'offrir un suivi le plus régulier à nos investisseurs. C'est vrai que pendant, je dirais, 7-8 ans, depuis 2015, on a connu un marché où les prix de l'immobilier faisaient, je vais dire à la louche, entre plus 5 et plus 10% par an, quoi. Et donc, même un mauvais opérateur immobilier, il achetait au prix de marché, il revendait au prix de marché 1 an ou 2 ans plus tard, l'opération, elle marchait. Quand tu as des prix qui se tassent, comme ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a des opérateurs immobiliers qui ont des enjeux de cash. Parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre l'actif dans les conditions qu'ils souhaitaient, au moment où ils souhaitaient. Tu as des opérateurs qui sont des grosses foncières, par exemple, par exemple, je te donne un opérateur qui a une foncière 100 millions de dettes. Quand la banque lui avait prêté à Euribor plus 3, ça lui coûtait 3 millions par an. Aujourd'hui, ça lui coûte 7 millions par an. Et donc, d'avoir 4... Non mais... Et donc,
tu as des opérateurs immobiliers qui ont une structure tout à fait saine, mais des enjeux de trésorerie assez importants. C'est pas tout le marché, évidemment. Donc voilà, on a ces sujets depuis 1 an, je dirais. Chez Club Funding, il n'y a pas eu de perte réalisée en capital depuis notre lancement. On est toujours à un taux de défaut, enfin de perte en capital à 0. Mais on a, je dirais, près de 10% des opérations qui sont sous surveillance. Ok. Parce que les coupons, donc les intérêts, sont en retard ou ne sont pas payés depuis plusieurs mois, parce que le projet devait être remboursé, il n'a pas remboursé à temps, et donc il faut qu'on l'encadre par un avenant, une prorogation. Voilà, donc il y a à peu près 10% des projets qui sont suivis, enfin ils sont tous suivis, mais qui sont suivis de façon plus attentive. Et voilà. Et Sachant que tu as des garanties, hein, tu le disais quand même là-dessus. Les garanties, c'est que en fait, tu récupères une partie du bien, tu es le premier service si jamais c'est revendu, c'est des choses comme ça, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a 2 types de garanties. Tu as des garanties sur des actifs réels. Mhm. Donc, ça va être des hypothèques, des fiducies, des cautions des sociétés holding. Et tu as des cautions personnelles des dirigeants. Donc, nous, chez Club Funding, on prend l'un ou l'autre ou les deux, hein, systématiquement. Et en fonction de ta zone de financement et de la qualité de ta garantie, tu vas pouvoir avoir un rapport de force plus ou moins important. Si tu es en hypothèque de premier rang, ce qu'on fait beaucoup depuis 3 ans, forcément, tu as prêté 70, l'actif vaut 100, tu peux menacer l'opérateur de réaliser l'hypothèque, et donc évidemment, il revient à la table des discussions pour une prorogation. C'est ça. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir, moi ce que j'aime aussi dans ce genre de choses, c'est que tu apprends à être des deux côtés de la barrière. Tu apprends à tu vois, moi, j'avais une crainte ici. On a acheté ces bureaux il y a quelques années. On les a achetés en crédit bail. L'opérateur, c'est la Sogefimur. La Sogefimur, tu connais peut-être probablement, je ne sais pas. C'est l'opérateur de crédit bail, le crédit bailleur de la Société Générale. Et puis, en fait, quand tu fais ce genre de truc, ils te disent si tu loupes, je ne sais plus, 2 ou 3 échéances, ce qui ne nous est jamais arrivé, je touche du bois, le truc est automatiquement à nous. Là, tu te dis, oh, quand même, c'est dur, tu vois, signer un truc comme ça. Et puis après, tu essaies de négocier ça, etc. À un moment, il dit, non, mais monsieur Stéphanie, en fait, je vais vous rassurer, nous, on veut pas qu'il soit à nous. Non. On va renégocier, mais en fait, on veut pas se retrouver avec des biens dans tous les sens. Sinon, en fait, tu dis, oui, mais attends, toi, t'es là, t'es de l'autre côté, tu dis, mais c'est bien, c'est une pépite. Évidemment, il est en train d'essayer de m'arnaquer. En fait, non, il me dit, nous, on en aurait tellement partout, ce serait n'importe quoi, en fait. C'est pas leur métier. C'est pas mon métier, exactement. Pas le gérer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont du capital, leur bilan à déployer, et plus ils déploient, plus ils touchent des intérêts, et ils veulent faire... Et donc voilà, et donc quand tu es là et qu'on te met de ce côté, c'est toi qui prêtes. Donc tu te dis oui, non, mais j'ai pas envie de récupérer le truc, qu'il soit revendu, que machin. Au pire du pire, j'aurai toujours cette garantie. Oui. Mais donc c'est assez intéressant. Après, on s'est organisé pour pouvoir le faire, parce que t'as pas que des Mathieu Stéphanie face à toi, et t'as des gens parfois qui sont de moins bonne qualité, et donc t'es obligé d'être un peu plus que menaçant et de réaliser des garanties. Il y a beaucoup de gens qui sont de moins bonne qualité que Mathieu Stéphanie, il faut le savoir. Alors, merci pour le compliment au passage. Derrière, je me la pète en plus direct, je saisis la perche. Je me frotte avec. Ok. Donc voilà. Et c'est vrai que depuis 1 an, on s'est organisé pour être un peu plus offensif, je dirais. Pas parce qu'on est des méchants, mais parce que les investisseurs nous attendent là-dessus. Donc on a mis en place une équipe recouvrement, une équipe affaires spéciales, et on a recruté des juristes contentieux pour traiter ces sujets et les faire avancer dans la bonne direction pour les investisseurs. Alors David, je sais pas si j'ai prononcé ton nom entier depuis le début de l'épisode, en vrai. Tu vois, on est tellement rentré dedans, on a tellement bâché Augustin que je me suis dit, voilà. Il mérite. Ouais, il mérite. Attends, c'est pas supporter ses voisins. David El Nouchi. David, toi, tu es au cœur, c'est ce qui est intéressant, et je remercie Augustin quand même, parce qu'on l'aime bien, de nous avoir organisé tout ça. Donc, du financement, de l'immobilier, des startups, tout cet univers depuis 10 ans, en gros. En plus, avant, tu faisais du M&A, c'est ça? Oui. Et quel est ton ressenti, par exemple, et on est honnête ici, mais par moment, moi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans un post, je me suis dit, mais les gars, on va créer un fonds avec OVNI. Vraiment, là, en ce moment, vous êtes sûr? Parce que quand même, c'est compliqué, quoi, tu vois. Les startups, les fonds, les gens veulent pas trop investir dans les fonds, ils ont peur. Les fonds veulent pas trop investir dans les startups, ils ont peur. Et nous, on y va là au pire moment. Alors, j'aime bien être à contre-courant. C'est un peu pour ça que je l'ai fait.
Mais quelles sont tes analyses, tes ressentis, je sais pas, qu'est-ce qu'il va falloir avoir comme qualité pour y arriver? Est-ce que tu peux je te colle Ouais, un peu? ouais, c'est pas facile. Non, mais on parle, enfin bon, on parle beaucoup de résilience en ce moment. C'est un peu Mhm. le terme à la mode. Et c'est vrai que, enfin, nous, par exemple, va falloir qu'on soit résilient, quoi. Il y a quelques dossiers compliqués à traiter. Bah, va falloir se battre pour les sortir. Bah, vous, c'est un peu pareil, quoi. Sur les startups dans lesquelles vous allez investir, bah, elles vont pas avoir forcément suivre le chemin que vous souhaitiez, mais il va falloir, j'imagine, les accompagner, être présent avec eux pour qu'elles perdurent le plus longtemps possible. Donc, Mhm. dans ces phases un peu compliquées, je pense qu'il faut tenir, quoi. C'est vraiment la résilience, et il faut avancer, il faut être optimiste, il faut être positif. Et voilà, après, j'ai pas de boule de cristal sur l'avenir. J'imagine que, enfin, je vais pas avoir une discussion au café de commerce, mais on est à un Oh, si, plafond, vas-y, on hein, peut y aller. Non, mais tu vois, sur les taux d'intérêt, par exemple, ça fait 3-4 mois qu'on est sur une sorte de palier haut, je dirais. Ouais. Donc, on a quand même espoir que ça aille mieux, je dirais, deuxième semestre 2024, et que 2025 soit une très belle année, Mhm. que ce soit pour l'immobilier ou pour l'économie en général. Mais dans cet intervalle, il faut être, je pense, résilient, quoi. Et c'est le message qu'on essaie de transmettre à tous nos collaborateurs, hein, à nos associés, de dire que bah, nous, on est là, à nos investisseurs, on est là, on essaie de tenir la baraque et de continuer à gérer l'existant, de continuer à faire du développement, à aller sur d'autres marchés. Et tout ça t'empêche pas de faire 1 million de collectes en quelques minutes, quoi. Parce que c'est fou. Bah, après, on s'est organisé pour aller chercher d'autres investisseurs. On a, à côté de la plateforme Club Funding, créé une société de gestion qui Mhm. lève des fonds auprès d'investisseurs plus institutionnels, je dirais. On a fait un fonds notamment avec une banque américaine, avec Citi, qui fait Ok. un fonds de 120 millions d'euros pour aider notre pipe. Et les particuliers, on a la chance qu'ils continuent à nous faire confiance, enfin en tout cas je l'espère, parce qu'on se bat pour eux au quotidien. Donc c'est un fonds qui abonde, c'est ça ou comment Non, ça se c'est un passe? fonds Non? qui investit aux côtés de la plateforme Ok. sur certaines opportunités. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sources d'investisseurs. On a des particuliers et des fonds. Et on a une politique d'allocation groupe. Quand un dossier est validé par le comité Club Funding, ensuite, il y a une politique d'allocation qui dit ce dossier, il va être présenté à des investisseurs particuliers. Ce dossier sera souscrit par certains des fonds. Et donc, ça nous permet finalement de pouvoir collecter sur tous les projets. Si je te développe une thèse, tu vas me dire ce que tu en penses, toi Mm. qui es dedans. Je la développe en t'écoutant mais on peut se dire quand même que finalement, le mauvais moment, c'était quand même probablement 2020-2021. Enfin, évidemment, récolte, t'étais bien. T'es Ouais, arrivé, tu claquais des doigts, tu disais je vais investir dans des startups en 2019-2020, on va dire en tout cas, pré-Covid, même juste après. Finalement, tout le monde, c'était l'embellie, tout le monde y allait à donf, puis t'investissais des dizaines de millions dans des boîtes, mais qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont en délicatesse big time, quoi, tu vois. Je parle pas là d'IMO à la limite, mais non, même non, non, l'IMO, c'est mais un peu pareil. C'est-à-dire que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, ceux qui sont arrivés quand tout était au plafond, en fait, c'était pas dur. T'es arrivé, tu posais tes valises, tu disais je fais de l'IMO, et puis ça s'envolait. Il y en a qui sont en délicatesse aussi. oui, Donc mais finalement, c'est là où tu te dis peut-être que dans ces moments-là, si tu te lances, c'est mieux. Alors, non, je crois pas. Enfin, euh, tu sais, enfin, on a la chance d'être dans ce qu'on appelle le Next 40, ouais. et donc on est souvent convié à des événements. Et quand tu vois l'énergie des dirigeants de ces sociétés, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, à convaincre à l'international, à développer des produits, à convaincre des investisseurs, j'ai pas le sens. Et puis, Mais attends, je t'arrête quand même. Le Next 40, c'est quand même le fleuron non mais des startups en France. Je veux dire, toutes celles qui ont un peu, qui ont un peu fait de la merde, ou qui... attends, je vais pas, je vais pas citer de nom, je pourrais, oui, mais en fait, elles en sont sorties. Et alors, c'est pas que faire de la merde, mais qui ont été survalorisées, c'est pas juste, moi j'ai big respect pour certaines personnes là-dedans, bien sûr. mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi celles qui y sont encore, c'est quand même celles qui ont bien géré. Il y Oui, en a des ou centaines derrière qui... mais en fait, il y a beaucoup. En fait, en France, c'est quand même, on est sur un marché où statistiquement, tu as
énormément de destruction, enfin de cessation d'activité, mais tu as aussi beaucoup de création d'entreprises. Donc pour moi, tu as un phénomène un peu naturel, hein, mais tu as beaucoup de création d'entreprises. Donc je verrais plutôt le verre à moitié plein là-dessus, parce que je vois beaucoup d'énergie. Mais pas c'est un que peu le ce que je dis. Quand je dis verre à moitié plein, moi je vois le verre à moitié plein. Je me dis, en fait, il y a 2-3 ans, tu récoltais facilement, tu payais cher des boîtes qui Ouais. aujourd'hui, certaines valaient alors très vite 2, 3, 5 milliards. En fait, aujourd'hui, elles sont revenues à 1. Oui. Et mine de rien, tu as quand même perdu 50%. Et là, aujourd'hui, tu rentres dans des boîtes en seed. Moi, je l'ai fait moi-même. Hein, c'était avec mon argent, il n'y avait personne d'autre. Ouais. J'ai appris, j'ai perdu, j'en sais rien d'ailleurs. Je sais même pas si j'ai perdu. Mais j'ai fait des boîtes dans lesquelles je suis rentré à 30 millions de valos sur un PowerPoint parce que c'était un repeat entrepreneur et que. Voilà, et ça se trouve, je sais même pas si, encore une fois, je sais même pas si j'ai perdu dans le secteur du recrutement. Mackie People, il le sait, de toute façon, tu les connais, non? Maxime Legardez ou des Non. gens comme ça. Et ça se trouve, il va très bien s'en sortir. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait pas mal à ce moment-là. Le risque, aujourd'hui, ça ne passerait plus à 30 millions. Et eux, je les connais pas du tout, mais dans le recrutement, évidemment, il y a un peu moins de recrutement cette année. Bon, faut, je suis désolé, je reviens dessus, être résilient, tenir, se réorganiser, etc. En plus, il a une belle tech, il signe des trucs de ouf, il a quasi doublé son ARR en 3 mois. Ouais. Donc, et là, ça dépend de la qualité des dirigeants. Donc, tu as investi sur un PowerPoint, sur une équipe dirigeante, c'est peut-être ça qui va faire que cette société va s'en sortir. Et donc, l'analyse est fondamentale. Après, c'est sûr qu'il y a des effets un peu de bulle et de valorisation qui s'envolent. Voilà. Mais j'imagine que si tu investis selon des bons fondamentaux, bonne équipe dirigeante, potentiel de création de chiffre d'affaires. C'est juste qu'aujourd'hui, ton multiple sera potentiellement, c'est là où je dis que c'est intéressant, 3 fois plus, puisque finalement, entre une période où tu es un peu en. Je sais pas si on est en creux de vague d'ailleurs, on n'y est peut-être pas encore, mais en creux de vague, finalement. Si tu remontes et que tu stratosphérises la boîte et qu'elle se vend en haute vague, là tu seras parti de 10 milliards à 1 milliard, tu auras fait fois 1000. Je suis tout à fait d'accord. Et en start-up ou en immobilier. Aujourd'hui, tu as des sociétés qui se positionnent sur des actifs immobiliers, je sais pas, dans Paris, à 7-8 000 euros du mètre sur des immeubles en bloc. On t'aurait dit ce prix il y a 2 ans, tu aurais rigolé. Incroyable. Tu vois je sais. Et dans 2 ans, on sera peut-être revenu à des prix normaux. Donc voilà, tu as des opérateurs immobiliers qui sont capables de saisir ces opportunités aujourd'hui. Et donc, on a peut-être un peu moins en volume que l'année dernière, mais il y en a toujours. Et donc, nous, on se doit de les accompagner, de convaincre nos investisseurs que ce sont des bonnes opportunités. Donc voilà, moi je suis très optimiste là-dessus. On n'a pas vraiment le choix d'être optimiste. De toute façon, entrepreneur, pessimiste, je ne sais pas si ça fonctionne ensemble. Non, c'est sûr. Et puis, je trouve que, je ne veux pas faire de politique, mais on est quand même, le gouvernement, la French Tech, etc., c'est quand même des mouvements qui sont très favorables au développement des sociétés, au soutien des entreprises, et pas que les startups, les PME. Il y a des mécanismes, le CIR, il y a des investissements fiscalement qui permettent d'optimiser ta fiscalité. Donc il y a quand même un soutien qui est fait aux entreprises en France qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Et donc, moi je suis très optimiste par rapport aux autres pays. Non, et puis après, c'est pareil, tu peux toujours, si tu veux voir la voie à moitié vide, tu dis, je vois ceux qui disent si Trump arrive, c'est la cata, si machin, bon, de toute façon, Trump, il est passé, c'était déjà la cata, le Brexit, c'était la cata, puis on s'en sort quand même. Et puis il n'y a personne qui se bouge et qui y croit, là, ce sera la cata. Donc, ok, super intéressant. Tu as des secteurs un peu de t'investis, toi, en perso, en private equity, en startup? Non, moi, je fais plutôt des investissements immobiliers. Ok. Et j'investis aussi dans ma société, évidemment. Bon, alors, je vais te dire, je suis passif, donc j'ai pas le droit de te donner de conseils, encore moins devant tout le monde, mais je serai à ta place, je me dirais peut-être, il faut un peu diversifier. Un peu dans le VC, peut-être, non? Par exemple. Non, mais c'est vrai que t'as jamais fait de fonds ou de start-up, finalement, à part la tienne. Okay. Non, j'avais investi dans une start-up du secteur du sport. J'avais aidé à créer une salle de coach sportif. Oui, j'ai vu ça. Mais à côté de ça, non. Qui n'a pas survécu au Covid. Si, qui a survécu.
Au Covid, mais, j'ai dit, ouais, mais c'est non. vrai que je l'avais fait en 2015. C'était un Ouais. moment où il n'y avait pas du tout de studio de coaching et je trouvais que l'idée était géniale et je m'étais investi. Et c'était le même moment où je participais à l'aventure Club Funding. Donc, Ouais. j'ai pas réussi à faire les deux. Et c'est dommage, aujourd'hui, tu as des studios de coaching partout. Donc, j'ai peut-être loupé. Trop tôt. Ouais. Trop tôt. Ça Mais, nous est tous arrivé. Ouais. Non, mais moi, je préfère faire de l'investissement un peu de rendement immobilier, mais après, les startups, ça m'intéresse beaucoup. J'en parle beaucoup avec Augustin. On va en faire. Ok. Avec le funding en perso. Qu'est-ce que tu penses de cette grosse tendance, toi qui es qui est depuis longtemps dans le crowdfunding, donc le communautaire finalement, cette approche des alors elle n'est pas que nouvelle, hein. J'étais hier soir avec Marc Fiorentino que j'idolâtre presque. Je suis très très fan. J'exagère parce on peut pas dire qu'on est potes, mais on a vraiment je crois un gros respect mutuel et puis je le lis tous les jours et voilà. Et donc lui il est là depuis longtemps, il fait son truc pareil, des collectes massives sur des convictions personnelles. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mouvance qui arrive, qui est aussi pas mal basée sur des personnes? Si on parle de Marc Fiorentino... Je peux te parler de Marc Fiorentino, je peux te parler d'Oussama Ouais. Hamar, je peux te parler de d'Anthony Bourbon, Ouais. de Corentin Orsini, alors il y en a d'autres aussi, et là dans tout, j'imagine à boire et à manger, mais Oui. Moi, je trouve que le fond est bon, c'est-à-dire donner accès aux particuliers, démocratiser l'accès à certaines opportunités d'investissement. Je trouve ça super. Après, il faut le faire dans des conditions faires pour les investisseurs. Marc Fiorentino, c'est un cabinet de conseil en investissement. Les clubs, etc. Je connais un peu moins bien le mécanisme, mais il y a, je sais pas, en termes de protection des investisseurs, il faut que ce soit hyper fair pour eux, pour que ce soit que ça perdure dans le temps, que ce soit pas un coup qui soit fait, on collecte beaucoup, on investit et en fait on se rend compte que on a mal investi, etc. En fait, la course au chiffre d'affaires, à la collecte, je trouve pas que ça soit quelque chose de sain. Tu vois, nous, tu l'as dit, hein, ça s'est fait progressivement. Je pense qu'il y a quelques années, tu ne nous connaissais pas parce qu'on était hyper discret. Première année, on fait 1 million de collectes, la deuxième 4, puis 12, puis 30, etc. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de collectes parce qu'on a beaucoup d'opportunités et qu'on a une grosse base d'investisseurs. Et parce qu'on a déjà du track record. Et on n'est pas du tout dans la logique de faire un coup. Nous, nos investisseurs nous suivent il y en a beaucoup qui nous suivent depuis le début et on espère qu'ils vont nous suivre encore très longtemps. Donc il faut faire juste un tout petit peu attention, mais ces modèles sont maintenant régulés. Hein. Blast, par exemple, a le même agrément que nous, donc j'imagine qu'ils vont faire les choses... Oui, mais tu as raison, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage déjà aussi. C'est mon avis, j'en parlais ce matin avec Hugo Amselem, je sais pas si tu vois, qui monte Intuition VC. Alors nous, de temps en temps, hein, moi qui suis potentiellement un peu ambitieux, je me dis oui, un objectif de 30 à 40 millions sur OVNI, ça me semble pas fou. Et lui, il me dit, nous, on fait 15. Il me dit on veut pas grossir tout de suite. Alors c'est ce que me disent Augustin et Arnaud sur OVNI, parce qu'ils me disent en fait notre objectif n'est pas de déployer pour déployer, il est de faire des bons investissements. Exactement. Et en fait quand tu collectes trop, quand tu fais le barbare et que tu collectes 100 millions, 200 millions, enfin au début, et que t'es pas staffé et puis que t'es pas expérimenté, t'es incentivé à faire de la merde quand même. Il faut que tu saisisses, il faut déployer. Il faut déployer. Et que ce soit dans les startups, mais je te rassure, hein, sur les SCPI en immobilier, same shit. C'est la même chose. Ils ont collecté, c'est entre 5 et 10 milliards par an, il faut les déployer. Et du coup, c'est fait dans des opportunités qui ne sont pas forcément... Ça fait monter plein de prix dans plein d'endroits qui sont... et en effet, quand en plus ils désinvestissent, là tu te mets candidat juste derrière et t'es plutôt bien. Mais ouais. Donc et c'est pour ça que moi, on se ressemble avec Augustin. Et moi, sa thèse d'investissement, j'adore. Il fait 10, 20 investissements par an sur une thèse qui est société, qui est capable d'aller vendre son modèle à l'international parce que le modèle français peut être un petit peu limité, et un taux de sélection énorme. Et que des cartons potentiels. Il y aura de la casse, mais il y aura de la casse, mais il y aura des cartons. Il fait, oui.
Et quand Donc, tu as un carton ou 2 cartons, bah, tu fais ton portefeuille, quoi. donc c'est très bien de commencer. Et puis 30 ou 40 millions pour un premier fonds, c'est déjà une super performance. Eh ben, c'est cool, on va y arriver, je crois. En Bah plus. oui, Ça se y a pas de rapproche raison. petit à petit, quoi. Il me reste une ou deux personnes à convaincre chez Club Funding. Ouais. Il va falloir qu'on fasse ce roadshow. Il y a des choses qui t'ont retenu de pas y aller jusque maintenant, ou c'était juste... Non, c'était pas mon profil de risque et c'était pas ma priorité dans ma vie un peu personnelle, mais ça va, j'espère, le devenir. Il y a une des choses, moi, qui me retenait à un moment. Alors moi, j'aime bien ce game et j'aime bien suivre. Mm. Donc la raison pour laquelle je le fais depuis quelques années, investir dans des startups, d'abord en direct, mais maintenant via OVNI, c'est juste la curiosité intellectuelle, cette impression de faire avancer le monde. Et puis, voilà, ces échanges assez riches qu'on peut Bien avoir. sûr. Je trouve que la difficulté, en revanche, par rapport à la pierre, c'est l'effet de levier, quoi. Mm. C'est que l'effet de levier, c'est toujours un truc où tu dis, bah oui, si investissant que je peux avoir 1 million, c'est autre chose, quoi. En immobilier, si tu as 100, tu vas emprunter 100, tu investis, tu achètes un actif qui vaut 200, dans 15 ans, il vaudra peut-être 400, mais tu l'auras intégralement remboursé. Ouais. C'est extraordinaire. Et sans prendre de risques. Tu as un petit risque locatif, mais si tu mets beaucoup d'apports, bon, bah, du coup, tu le compenses. Donc c'est vraiment un investissement, j'ai envie de dire, pour t'enrichir facilement, tranquillement. Ouais. Et Mais un x2 en 15 ans ou en 20 ans, c'est arrivé là. Je sais pas si ça arrivera encore. On sait pas. si, rien qu'avec l'effet de levier, tu ouais. l'as. Tu passes de 100 à 200. Oui, déjà. bien sûr, avec l'effet de levier, ça Ouais. c'est sûr. C'est vrai qu'en revanche, tu peux pas faire un x100, quoi. Et, Non, bien sûr. et c'est un peu la différence. Alors après, faire un x100... bon, moi, tu vois, j'ai quand même eu des opportunités sans en faire plein, d'avoir des x10 en 1 an, en 18 mois. Ça, c'est assez fou, tu vois. Bah, Tu te dis, bien ouais, sûr, mais après, j'ai envie de te conseiller comme je pense qu'on conseille nos investisseurs, c'est que il faut que tu investisses une partie de ton épargne sur ces projets qui sont très risqués, Ouais. comme l'equity, donc peut-être 5 à 10% de ton épargne, 10 à 20% sur des produits moins risqués, donc par exemple Club Funding, et ensuite peut-être sur de l'immobilier de rendement et sur d'autres produits. Voilà, il faut diversifier pour pas. Si tu es à 100% sur les startups, évidemment, c'est binaire, quoi. Vous gagnez sur quoi, vous, Club Funding? Nous, c'est des frais de structuration. Ok. À chaque fois qu'on lève de l'argent pour un opérateur immobilier, on prend des frais de structuration. Ok. Donc, si jamais je te demande, s'il y a des gens qui sont là, parce que j'allais dire, vous avez 2 options à la fin de cet épisode. Enfin, vous avez plein d'options. Vous pouvez ne rien faire et c'est très bien aussi. Mais si vous voulez rejoindre Club Funding, faire des deals chez toi, tu peux faire de code qui t'apporte quelque chose. Non, il n'y a pas de. Si, on peut le faire. Je pense Tu que tu t'appelles connais... OVNI. Ouais, voilà, on va mettre ça en place. Tu connais Émilie Cohen Ouais. chez nous, donc on va organiser ça Très bien. pour le Un faire. code de bienvenue pour les nouveaux Ouais, qui veulent tester un Peut-être on peut investissement. essayer de le faire dans l'autre sens également. Ouais. C'est-à-dire pour rentrer chez OVNI. Ouais. Bah, tout à fait. Je sais pas, j'ai pas prévu ça non plus, mais on demandera. Sur les fees, je sais pas exactement ce qu'ils peuvent nous préparer, mais on mettra ça dans cet épisode. Je me suis fait coller à mon propre jeu. Merci David. Super intéressant en tout cas de voir un peu tu vois cette résilience, mais dans la réalité, l'actualité des invests, et dans la pierre, et dans les startups qui sont 2 univers que tu connais bien, que je connais finalement assez bien aussi, et de se dire qu'on reste dans un monde d'opportunités. Faut juste être avec ceux qui savent les saisir, quoi. Donc, débrouillons-nous. Je reprécise que chez toi, chez nous, chez tout le monde ici, tout ce qu'on fait comporte des risques. Voilà, c'est important de le savoir. Notre activité est régulée, la tienne aussi, comme la mienne, auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et que il faut diversifier ses placements. Surtout. Donc vous, c'est fait dans le fonds. Nous, ça peut être fait sur la plateforme, puisqu'on essaie de proposer une multitude d'opportunités. Chez vous, en fait, vaut mieux faire celui du matin, celui de l'après-midi, celui de lendemain. Enfin, diviser en 4 ou en 10. Même en 20, en 20 si tu peux. Nous, le ticket d'entrée, il est à 1 000 €. Si tu as 20 000 € à placer, je te dirais, tu le fais sur 20 opportunités. Et alors ça, je peux pas te dire, je veux faire les 20 prochaines. Tac, vas-y, me saoule pas à avoir à venir sur la plateforme directe. Alors, pour l'instant, non, parce que le principe, c'est vraiment... deal by deal. même traitement de chaque investisseur. Donc, Ouais. même si on se connaît depuis
5 minutes plus 1 heure. Non, on va traiter tous les investisseurs de la même façon. Et donc, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, malheureusement, tu devras te connecter à 11 heures et à 17 heures tous les jours pour saisir les opportunités. Mais c'est un développement qu'on est en train d'envisager aussi. Ok. Bon, je vous propose en tout cas le jour où David aura ou pas, mais décidé de venir nous rejoindre chez OVNI. On le célébrera sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux. On fera une petite coupe de champ ou un truc comme ça. Et puis comme ça, je pourrais me dire que j'aurais fait ma part du job pour OVNI, même si j'ai déjà bien entamé. Avec plaisir. Et quand tu auras fait ton premier investissement chez Club Funding, on sera également ravis de t'inviter et fêter ça autour d'une coupe de champagne. Avec plaisir. On peut le faire avec des boîtes et en perso. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, ok. Et tu peux le faire donc deal by deal ou via nos fonds qui mutualisent. Exactement. C'est des fonds de dette qui investissent dans des produits immobiliers. Trop bien. Extraordinaire. David El-Nouchi, je t'ai ajouté sur LinkedIn. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir aussi ou suivez-le. Et puis suivez-nous sur OVNI, sur Club Funding, partout. Merci pour ce moment. À plus tout le monde, merci. Et à très bientôt sur ce podcast OVNI. Ciao, salut.